assis devant ton cahier. Tu connais ta leçon, tu sais lire, tu connais les lettres, mais quand il faut recopier une phrase écrite au tableau, tout se complique. Tu regardes le tableau, tu redescends les yeux sur ton cahier, t'écris 2 mots, et puis tu relèves la tête, et tu cherches où t'en étais. Tu retrouves plus la bonne ligne, tu recommences, tu souffles, tu sens déjà que les autres vont finir avant toi. Et tu pourrais presque jurer que quelqu'un a déplacé les lignes juste pour t'embêter. Et les remarques commencent. Tu rêves ? Eh oh, tu rêves ? Pourrais faire un effort quand même. T'es encore dans la lune. Et pourtant, toi, tu fais déjà énormément d'efforts. Et le pire, c'est que toi aussi tu finis par le croire. Tu finis par penser que t'es moins intelligent. Alors que c'est pas le cas. C'est pas ton intelligence qui est en difficulté. C'est simplement qu'une partie de ton énergie sert déjà à faire fonctionner ton corps. Et quelques jours plus tard, pendant le cours de sport, t'essaies d'attraper un ballon. Tu tends les mains et le ballon, il passe juste sous ton nez. On dit que t'es maladroit. Bon, à la maison, tu renverses ton verre. T'accroches une poignée de porte avec ton sac. Et puis tu grandis. Et un jour, tes parents rencontrent différents professionnels. On parle alors de dyslexie, de dyspraxie, de dysgraphie. Tout un tas de troubles 10. Et moi, en tant que praticienne en réflexe, j'entends régulièrement « On m'a parlé des réflexes archaïques. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien ?» Aujourd'hui, c'est justement ce que je te propose d'explorer. Bienvenue dans Babig et compagnie, le podcast qui aide les parents et les professionnels à comprendre le développement des enfants autrement. Et aussi celui des adultes, grâce aux réflexes archaïques. Je m'appelle Marion et ici on parle réflexes et motricité et on fait parfois quelques expériences, mais c'est toujours pour la science. Avant d'aller plus loin, il est important de clarifier quelque chose. Les troubles 10 sont des troubles du neurodéveloppement. Autrement dit, leur origine est complexe et elle implique le développement du cerveau. Et aujourd'hui, les données scientifiques, elles ne permettent pas de conclure que les réflexes archaïques sont la cause des troubles 10. Et ça, c'est important de le dire. Mais en revanche, depuis plusieurs années, des chercheurs ont observé que certains enfants qui présentent des troubles 10 avaient plus souvent des réflexes archaïques encore très présents. Alors attention, observer un lien, ça signifie pas qu'il existe une relation de cause à effet. C'est un peu comme remarquer que beaucoup de pompiers sont présents quand il y a un incendie, ça veut pas dire que c'est eux qui provoquent le feu. Ils sont simplement souvent présents dans la même situation. Pour les réflexes archaïques, c'est pareil. Certaines études ont mis en évidence une association entre la persistance de certains réflexes archaïques et plusieurs troubles 10. Mais là encore, une association, c'est pas une preuve de causalité. C'est vraiment difficile de démontrer que l'un provoque l'autre. Mais ce qu'on sait, c'est que certaines difficultés motrices, posturales, visuelles ou attentionnelles liées à ces réflexes peuvent parfois compliquer le quotidien d'un enfant qui présente des troubles 10. Un peu comme si un enfant devait courir un 100 mètres, mais avec un sac à dos de 10 kg sur le dos. Le sac à dos, c'est pas la raison pour laquelle il court, mais ça peut rendre la course beaucoup plus difficile. Si on prend le RTAC par exemple, réflexe tonique asymétrique du cou. Imagine que tu sois en train d'écrire. Tu tournes la tête pour regarder le tableau. Chez la plupart des personnes, la tête elle tourne, et c'est tout. Mais chez certains enfants, ou adultes, tourner la tête, ça entraîne encore une envie de mouvement du bras, comme s'il existait encore un petit câble invisible entre la tête et le bras. Ton cerveau dit « regarde le tableau » et ton bras répond « j'arrive aussi ». On dirait que la tête et le bras sont encore en colocation. Résultat, recopier un texte, ça devient beaucoup plus fatigant. Les yeux cherchent leur ligne, le bras perd sa précision, la ligne médiane du corps, elle devient difficile à traverser, on saute des mots, des lignes, on se perd, on fatigue. Et quand on relit sa phrase, on se demande presque qui l'a écrite, parce qu'il manque 3 mots au milieu. Lesquels ? Mystère. Et à la fin de la journée, on a surtout mal à la tête. C'est pas parce que l'enfant manque d'intelligence, c'est parce qu'il dépense énormément d'énergie pour réaliser une tâche qui paraît toute simple. Toute son énergie est utilisée pour contrôler son corps. Il lui en reste donc forcément moins pour comprendre, mémoriser ou apprendre. D'ailleurs, on repère vite un trouble du RTAC quand on observe quelqu'un qui écrit. La tête tournée, le corps avachi sur le bras sur le côté, ou alors carrément la feuille tournée d'un quart de tour. Oui, c'est plus facile pour maintenir une posture droite, si ton RTAC il est encore actif. Il est parfois tellement penché sur son cahier qu'on a juste envie de lui demander s'il essaie de lire ce qu'il y a sous la table. Il existe un autre exemple fascinant en lien avec les troubles 10.
C'est la reptation. Tu sais, ce déplacement du bébé sur le ventre, avant le quatre pattes. Pendant cette période, le cerveau, il apprend énormément de choses. Utiliser alternativement les deux côtés du corps, trouver un rythme, coordonner les bras et les jambes, se propulser, explorer, sentir le milieu du corps, coordonner les bras et les jambes autour de cette ligne. Alors attention, ne pas savoir ramper, ça ne veut absolument pas dire qu'un enfant deviendra 10. Certains enfants n'ont presque pas rampé et vont très bien, d'accord ? Mais par contre, lorsqu'on prend le temps de s'intéresser au développement moteur précoce de certains enfants qui présentent des troubles 10, c'est pas rare de retrouver une reptation peu coordonnée, asymétrique ou très brève. C'est pas une règle, mais c'est une observation qui mérite d'être prise en compte parmi d'autres. Avant d'apprendre à lire, le cerveau, il apprend d'abord à bouger. Enfin, le corps bouge et le cerveau emmagasine toutes ces informations. Avant de coordonner des lettres, il coordonne des bras et des jambes. Et parfois, quand on demande aux parents, « Votre enfant, il a rampé ?» Il y en a beaucoup qui répondent « Je crois, oui, enfin, je sais plus trop. » Et puis ils fouillent dans leurs souvenirs. « Ah, attendez, non, je sais, je me rappelle, il avançait sur les fesses. » Ou alors on entend « Ah si, il faisait une espèce de nage papillon sur le parquet. » Ou alors « Il rampait avec une seule jambe et il était super rapide comme ça. » Alors effectivement, c'est très drôle à regarder, mais quand on sait à quoi servent tous ces différents mouvements dans la reptation, une reptation de qualité, c'est quand même dommage de s'en priver. Et ça, je te détaille tout dans un autre épisode. Et puis, il y a le Babinski, un réflexe dont on parle moins en lien avec les troubles 10, parce qu'il concerne principalement les pieds. Et pourtant, tout commence par les pieds. Les pieds, ils renseignent le cerveau du bébé en permanence. Où est le sol ? Où est mon équilibre ? Où est ma droite ? Où est ma gauche ? En joignant ses deux pieds l'un contre l'autre, le bébé continue de calibrer sa ligne médiane, son axe central, par ses pieds. Il le fait également en joignant ses mains ensemble. Mais je te parle du Babinski pour que tu comprennes que cet axe central, il se crée de la tête aux pieds. Et la coordination des bras et des jambes, elle se fera autour de cette ligne avec les mains et les pieds. Le bébé construit progressivement la perception de son axe central grâce à l'ensemble de ses expériences sensorielles et motrices. Les mains participent à cette construction évidemment, mais les pieds aussi. Si ces informations elles sont peu efficaces, le reste du corps il compense. La posture, l'équilibre, la coordination, la latéralité et parfois même certains apprentissages deviennent plus coûteux. Encore une fois, je ne dis pas que ça crée un trouble 10. Mais on peut comprendre pourquoi les chercheurs s'intéressent à des réflexes qui sont impliqués dans la coordination droite-gauche ou dans la construction de la latéralité lorsqu'ils étudient certains troubles 10. Les troubles 10, ils sont souvent associés à des difficultés de latéralité. Et comme certains réflexes archaïques participent à la construction de cette latéralité, certains chercheurs émettent l'hypothèse qu'une persistance de ces réflexes pourrait chez certains enfants majorer certaines difficultés. Mais aujourd'hui, c'est juste une hypothèse de recherche qui continue d'être étudiée. Je te propose une petite expérience. Oui, ici, on fait des expériences plus ou moins scientifiques. Mets-toi debout, ferme les yeux, sens le contact de tes pieds avec le sol. Est-ce que le poids est réparti des deux côtés ? Est-ce que tu es davantage sur l'avant, sur les talons, sur un seul pied ? Maintenant, ouvre tes yeux et tourne simplement la tête à droite puis à gauche. Et maintenant, tu gardes ta tête tournée d'un côté quelques secondes. Juste un seul côté. Est-ce que tes épaules, elles ont envie de suivre ? Est-ce que tes bras se crispent légèrement ? Est-ce que ton corps, il est resté parfaitement stable ? Ou est-ce que tu as senti une envie de tourner les épaules avec ta tête ? Si oui, rassure-toi, tu n'es pas une chouette. Normalement, chez l'humain, la tête peut tourner sans embarquer tout le reste du corps. Ces petits mouvements passent souvent inaperçus. Et pourtant, ils racontent beaucoup de choses sur la façon dont notre système nerveux s'organise. Ce que j'aime avec les réflexes archaïques, c'est qu'ils nous rappellent qu'avant d'être un élève, un enfant est un corps qui apprend à se retourner, à ramper, à coordonner ses deux côtés, à trouver son équilibre, à regarder, à écrire, à réfléchir, avant même d'apprendre à tenir un crayon. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Le corps, le cerveau, les apprentissages, c'est pas trois mondes séparés. Ils travaillent en permanence en équipe. Et le problème, c'est qu'on demande souvent aux enfants d'apprendre avant même d'avoir regardé comment leur corps fonctionne.
Alors que comprendre comment son corps fonctionne et le maîtriser, c'est la base pour soutenir le cerveau. Pour lire, j'ai besoin de savoir où est le milieu de mon corps, de sentir ma droite et ma gauche, de m'orienter autour de mon axe central pour coordonner mes deux côtés, pouvoir balayer mes yeux de gauche à droite et suivre la ligne d'un texte. Tout ça, ça passe par mon schéma corporel, par mes mouvements, par ma posture, par mon RTAC entre autres. Tu sais, ce moment où tu lis toute une page et arrivé en bas, tu te rends compte que tu n'as absolument aucune idée de ce que tu viens de lire. Ça arrive à tout le monde de temps en temps. Mais chez certains enfants, retrouver la bonne ligne ou suivre le texte demande un effort qui est permanent. Alors lorsqu'un enfant présente un trouble 10, il est essentiel d'avoir une approche globale. Orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricien, enseignant, médecin, kinésithérapeute selon les besoins. Et donc l'observation des réflexes archaïques, elle peut apporter une pièce supplémentaire au puzzle. Une pièce qui aide à mieux comprendre pourquoi certains gestes sont si coûteux. Alors, les réflexes archaïques expliquent-ils les troubles 10 ? Non, on ne peut pas dire qu'ils en sont l'origine. Ont-ils un lien avec les troubles 10 ? Oui. Ce que j'observe dans ma pratique, c'est par exemple un enfant qui me dit « Non mais c'est génial, avec ces exercices, j'arrive mieux à faire du vélo. » Et un autre qui pourrait dire « Moi je me cogne moins dans les portes. » Ou un parent qui me raconte, pour la première fois, il a réussi à recopier toute sa poésie sans s'énerver. Et ça, c'est un exploit. Ce ne sont pas des preuves scientifiques, ce sont des observations cliniques. Et elles nous rappellent que lorsqu'un corps fonctionne de façon plus fluide, certains apprentissages peuvent eux aussi devenir moins coûteux. Retravailler certains réflexes chez un enfant ou un adulte avec des troubles 10, ça aide à mieux maîtriser son corps, ses capacités physiques, sa coordination, sa posture, et donc forcément sa concentration et ses capacités d'apprentissage. Mais ça n'enlève pas le trouble, ça permet d'aider à le maîtriser. Ces observations cliniques, elles sont encourageantes, mais elles ne permettent pas à elles seules de conclure à une relation de cause à effet. Elles viennent compléter les connaissances scientifiques sans les remplacer. Les réflexes encore actifs, involontaires, est-ce qu'ils peuvent, chez certains enfants, ajouter une difficulté motrice, posturale, visuelle, attentionnelle, qui rend forcément les apprentissages encore plus coûteux ? Probablement dans certains cas. Et c'est justement pour ça qu'ils méritent d'être observés, les réflexes archaïques. Mais sans jamais oublier que chaque enfant est unique et qu'aucun réflexe à lui seul ne résume toute son histoire. Prends soin du développement des enfants et du tien. Observe leurs mouvements, leur posture, leur comportement et le tien également. Faire du lien entre le corps, les émotions, les apprentissages, la posture, la coordination grâce aux réflexes archaïques. Et si tu fais toi-même quelques expériences pour avoir une meilleure coordination, c'est toujours pour la science, Si cet épisode t'a parlé, tu peux découvrir mes ateliers et formations sur David et compagnie. À bientôt pour parler réflexes et motricité.